vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un véhicule a foncé dans la foule hier à la Nouvelle-Orléans, faisant au moins 15 morts. Le conducteur a essayé d'écraser le plus de personnes qu'il pouvait, a déclaré la responsable de la police de la ville américaine, Anne Kirkpatrick. Il était farouchement déterminé à provoquer un carnage, a-t-elle précisé. Abattu par les forces de l'ordre, l'attaquant a été identifié comme étant Shamsoud Din Jabbar, un citoyen américain de 42 ans originaire du Texas. Un drapeau de Daesh, de même que des armes et un engin explosif improvisé ont été retrouvés dans son véhicule. Au moins 4 suspects sont encore en fuite. Cela résonne tout particulièrement en ce début d'année 2025. Triste anniversaire des 10 ans des attaques de Charlie Hebdo et du Bataclan. Parlons vrai. Entre les tensions au Proche-Orient, les conflits internationaux, les tergiversations politiques, la situation ne risque-t-elle pas de redonner du poids aux organisations terroristes? La prise de conscience du danger dans les pays occidentaux ne permet-elle pas, en revanche, de nous permettre d'être mieux préparés face à la violence des fanatismes? Il y a débat. Aussi, nous vous posons cette question pour espérer trancher. Attentat à la Nouvelle-Orléans, craignez-vous une recrudescence des actes terroristes? Vous votez sur Twitter, sur X, sur notre compte X, et vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir à ce que vous entendez à l'antenne, évidemment. Pour l'instant, vous dites oui à 80%. Vous avez peur de cette recrudescence. On reçoit Jean Bevalet, qui est consultant en risque sécuritaire, pour en parler. Bonsoir Jean. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, alors, bienvenue. Bienvenue, oui. Merci. Et bonne année d'ailleurs. Oui, on en profite, voilà. Aussi. Du bonheur et plein de bonnes choses. Alors, Jean, on se pose la question, on va vous la poser à vous. Est-ce qu'il va y avoir une recrudescence des actes terroristes? Est-ce qu'il faut qu'on s'habitue à vivre comme ça? Je vais vous faire 2 réponses. La première, c'est que pour moi, il n'y a pas de risque de recrudescence, c'est que la recrudescence, elle est déjà là. Malheureusement, les événements nous montrent que le risque zéro non seulement n'existe pas, mais la moindre faille donne lieu à un massacre, comme on a pu voir ces derniers temps, que ce soit en France ou à l'étranger, en Allemagne, aux États-Unis. Aujourd'hui, nos services de sécurité pour lesquels, j'aime à le répéter, sont quand même très performants en France. Je pense à nos services spéciaux type DGSI, DGSE, font un travail remarquable et nous évitent, et ce sont les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, environ un attentat tous les 1 mois et demi. Donc le risque, il est bien présent. Pour répondre sur la deuxième partie de votre question, est-ce qu'il va falloir s'y habituer? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Oui, il faut s'y habituer. Et je discutais il y a quelques jours sur un plateau avec un autre intervenant et j'ai essayé d'expliquer que on ne peut rien laisser passer. Aujourd'hui, un rassemblement type salon, kermesse, marché de Noël, enfin ce que vous voulez, doit obligatoirement donner lieu à des mesures de sécurité extrêmement fermes. Jean Bevalet, nous allons un petit peu plus loin avec nos vraies voix autour de la table qui vont réagir, qui vont vous poser des questions. Vous êtes bien sûr avec nous en grand témoin, Rosie Bordet. Ce qu'il s'est passé aux États-Unis, ça remet au goût du jour, après ce qui s'est passé à Magdebourg en Allemagne, ces grands attentats de masse. Est-ce que vous sentez que c'est peut-être une réaction à ce qu'il se passe en ce moment dans l'actualité internationale? Est-ce qu'on peut faire le lien? D'abord, celui qui a commis cet attentat, il faut bien dire, c'est un Américain. Il est né au Texas. Donc, un ancien marine aussi. Un ancien marine, il a fait partie de l'armée. Donc, est-ce que c'est en lien avec ce qui se passe un peu partout dans le monde? Donc il y a des problèmes effectivement sur le continent africain, Moyen-Orient, etc. Il y a l'Ukraine et on voit très bien. Je pense qu'en France, pour revenir, on a eu les JO, on a été très bien protégés. Il n'y a eu aucun problème. Donc, il faut faire confiance également. Je pense que monsieur qui est en ligne, on fait confiance aux services. Ils sont préparés, ils sont compétents. Donc, voilà. Si on commence à mettre ça dans la tête, bien sûr qu'on y pense. Moi-même, quand je prends le métro, il y a des moments, voilà, il y a plein de monde, on pense à ce genre de choses. Mais
on en parle. Oui, on s'y est quand même habitué, donc on est préparé. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. On dit qu'on est préparé. Est-ce qu'on est vraiment préparé? Moi, je sais pas si on peut être préparé à ce genre de choses, mais on y pense en tout cas. Quand on est dans un lieu public, quand il y a du monde, on ne peut pas à un moment donné. Moi, j'ai aussi, en tant qu'élu, j'organise des événements. On n'est pas à 5000 personnes, mais on est à 500. On est dans une petite commune, mais parfois, ça nous traverse l'esprit. Redonnez-la d'ailleurs, votre commune, parce qu'on l'a... Je suis donc élue à Saint-Georges-de-Reims-Tembaud. C'est une petite commune rurale, mais voilà, personne n'est à l'abri. Bien sûr qu'on y pense. Donc... Sébastien Ménard, il y a aussi un sujet, hein, c'est la faille dans la sécurité de cet événement, puisque les barrières étaient toutes ouvertes. Ça fait quand même une mise en lumière aussi de peut-être des failles dans nos politiques antiterroristes, ou en tout cas un lâcher prise. Moi, je pense pas qu'il y ait de lâcher prise. Je pense pas qu'il y ait de laxisme aucun. Je pense que c'est extrêmement difficile. Mis à part cette espèce d'exception événementielle, mais qui, derrière cette exception événementielle que sont les JO, il y a aussi une exception financière. J'ai envie de dire que les JO sont aux événements ce que Notre-Dame de Paris est à la rénovation patrimoniale. On est dans l'exceptionnel. En clair, on ne compte pas l'argent, les barrières, les agents, les procédures, ça etc. Ça peut pas être comme ça tout le temps, quoi. Mais évidemment pas. Donc aujourd'hui, la seule possibilité, si vous voulez sécuriser, pour autant que ça soit possible, un événement public, une sortie de stade, un lâcher de lanterne, je pense à Biarritz, nous on a des marathons, on avait le premier de l'an, une première baignade, etc. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer les gens sous portique. Il faut rendre les cœurs de ville ou les lieux de rassemblement totalement piétons. C'est globalement très compliqué. Posons la question à Jean Beauvalet. Jean Beauvalet, cette société-là n'existe pas. Sébastien, oui, Jean Beauvalet qui est donc consultant. Attendez, chacun son tour. Jean Beauvalet qui est donc consultant en risque sécuritaire. Revenons sur ce que disait Sébastien Ménard. Est-ce qu'il y a de toute évidence des failles là-bas aux États-Unis, en Nouvelle-Orléans? Écoutez, avant de répondre à votre question, je voudrais juste expliquer un vrai changement dans l'approche du risque terroriste. C'est que pendant des années, ce risque était exogène, c'est-à-dire qu'on avait des individus qui venaient de l'extérieur commettre des atrocités sur nos sols. Et aujourd'hui, on est face à un risque endogène. Donc, ce sont des gens... Madame l'expliquait tout à l'heure, c'est un Américain, d'accord, qui a commis cet acte odieux sur le sol américain. On a eu le cas en France, il y a eu le cas en Allemagne, etc. Donc ça veut dire que la difficulté est encore différente. Après... Là, ce qui se passe sur le premier de l'an, dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Moi, ça me gêne. Alors, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur qui que ce soit, surtout tant qu'on n'a pas les résultats de l'enquête. Mais si vous voulez, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, ça me gêne que des rassemblements aussi importants soient accessibles en véhicule. Alors, on est d'accord, toutes les barrières étaient baissées, effectivement. Voilà. Un jour, quelqu'un m'a dit, monsieur, vous comprenez, on ne peut pas bloquer toutes les routes. Eh bien, si. Si, je suis désolé. Ou alors, on accepte le risque. Moi, personnellement, je n'ai pas envie d'accepter un risque avec une dizaine de morts à la clé. Mais regardez nos marchés de Noël sur les grandes communes. J'ai essayé d'en faire quelques-uns justement pour voir comment ça se passait. Je veux dire, vous avez à minima des barrières avec un véhicule de police municipale ou nationale ou un véhicule de gendarmerie. Oui, bien sûr. Puis, des blocs de béton, etc. Émilie Perrier, des blocs de béton. On va changer un peu de sujet. Il y a une question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'il y a les réseaux sociaux qui sont complices de cette propagation des idéologies extrémistes. On l'a dit, ce monsieur, c'était un Américain. Plutôt lambda. Son frère disait même qu'il était un amour, qu'il a été victime d'une forme de radicalisation. On peut vraiment se poser la question de cette radicalisation en masse, quoi. Et puis surtout, il faut quand même rappeler que effectivement, cette personne est un vétéran.
Et la question du traitement des vétérans aux États-Unis est vraiment assez centrale. C'est-à-dire que c'est des gens qui partent souvent en opération à l'extérieur dans des cadres assez violents. Lui, il est allé en Afghanistan. Pour lui, il est en Afghanistan. Alors, je crois savoir qu'il est informaticien, alors peut-être plus protégé, etc. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont des gens qui vivent en groupe. Ce qu'il disait, c'est qu'il avait son propre langage de l'armée et qu'il avait beaucoup de mal à se réhabituer, à se réintégrer en fait dans la société civile classique. Et c'est des phénomènes qu'on voit beaucoup chez les vétérans aux États-Unis, qui sont, on va dire, assez peu soutenus, notamment sur cette réhabilitation et cette possibilité de revivre au niveau de la vie civile. Pour revenir à la question des réseaux sociaux, on l'a vu en France, et de façon assez tragique. Moi, je pense à Samuel Paty. Oui. Les réseaux sociaux conduisent au meurtre. Il faut savoir que la provocation à la haine raciale, les propos conduisent à des meurtres. Donc, à partir du moment où on a cette réflexion-là, il faut effectivement prendre toute cette part, et c'est au pouvoir public aussi de se montrer particulièrement sévère avec ces plateformes et avec cette absence de modération très souvent sur les contenus. Sébastien Ménard. Après, on nous dit que c'est un... Enfin, je vais mettre les pieds dans le plat parce que je n'ai pas envie qu'on tourne autour du pot, puis ça s'appelle Les Vraies Voix. C'est un vétéran, c'est un Américain. Je rappelle quand même que il avait dans son pick-up, c'était pas le drapeau de Tzal ou le drapeau de la République française. Hein. C'est quelqu'un qui s'est converti, quelqu'un qui s'est radicalisé, et le projet, le dessein qu'est le sien, c'est pas celui d'une humanité peaceful et éclairée. Enfin voilà, faut aussi le dire. Voilà, c'est pas. C'est de l'islamisme fanatique. Exactement. Voilà. Exactement. En fait, c'est un acte terroriste. Je pense qu'on peut tous s'accorder sur cette qualification. Oui, d'ailleurs, il est considéré comme tel. Jean Bevalet, vous vouliez réagir? Oui, tout à fait. Simplement sur... Madame a utilisé un terme, et je le dis avec bienveillance, mais victime de la radicalisation. Pour moi, quand on se radicalise, on n'est pas victime, on sait ce qu'on fait aujourd'hui. Les victimes sont les gens qui se retrouvent à l'hôpital, voire malheureusement au cimetière. Les États-Unis, juste, si vous me permettez de terminer. Oui, allez-y. Les États-Unis sont extrêmement touchés par la notion de violence sous toutes ses formes, la multiplication des armes. Ce qui est surprenant, c'est vrai, c'est que c'est un vétéran. Maintenant, je peux vous assurer qu'on a chez nous, on a aussi nos propres vétérans en France qui vont dans des zones de combat extrêmement violentes. Je discute régulièrement avec certains d'entre eux, et c'est pas pour autant qu'ils passent à l'acte. Alors. Attendez, on va donner la parole à Roger Bordet, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui a amené à cet individu justement de se radicaliser et de tomber dans le terrorisme? Peut-être qu'il faudrait se poser cette question. Est-ce qu'on est forcément responsable de sa radicalisation, ou est-ce que ça peut arriver à un jeune âge? Parce que on imagine aussi que quand on voit des gamins radicalisés, alors, ils sont responsables de leurs actes derrière, mais est-ce que le départ même, c'est une évidence de responsabilité, Rosie Bordet? Non, je dirais pas que c'est une évidence. Comment on arrive à cela? C'est surtout ça. Vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on y arrive? Donc, à se radicaliser comme ça. Très souvent, on l'entend dans les informations. Eh ben, c'était un gamin qui tout était normal. Il y avait pas de signe, et d'un seul coup, on apprend effectivement qu'il a commis l'attentat. Dans le Nord, ce qui s'est passé, le jeune, c'était pareil, la famille tchétchène, etc. Donc, on se disait il avait des problèmes, et finalement, on pensait pas qu'il allait le faire. Là, vous venez de dire que son frère dit que c'était un amour, mais voilà, il a commis quand même, il a tué quand même, une dizaine de personnes. Même le pire des meurtriers reste l'amour de sa maman ou de son papa. Hein. Oui, c'est toujours pour ça que moi je ne comprends pas pourquoi les confrères journalistes interviewent par exemple les parents d'un tueur. Ce n'est que remettre un petit peu d'huile sur le feu. 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez, vous donnez votre opinion. On est toujours avec Emmanuel. Emmanuel, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Alors Emmanuel, on va vous reposer la question à vous. Est-ce que vous avez peur, vous, d'une recrudescence de ces actes terroristes? Écoutez, je voyage beaucoup au Moyen-Orient, je connais bien cette région. Je voudrais quand même attirer votre attention sur un point important, parce que dans les pays musulmans, il y a une chose que tout le monde sait, c'est que les premiers versets des sourates mécoises, dans lesquels le prophète dit des mots aimables sur les chrétiens et les juifs, ont été abrogés par le prophète lui-même dans les sourates médinoise. Et à partir du moment où il est à Médine, il a des mots extrêmement violents, et il enseigne à ses compagnons une ligne de
conduite vis-à-vis des chrétiens et des juifs, qui représentent à l'époque 30 et 30% grosso modo de la population de la péninsule arabique. Il s'agit de les soumettre, il s'agit donc de tuer tous ceux qui veulent pas se soumettre, il s'agit de violer les femmes de ces gens-là. Sauf etc. que vous savez très bien que dans l'interprétation des textes saints, il y a par nature, et c'est le travail, hein, c'est comme dans la chrétienté, il y a l'analyse protestante ou catholique. Voilà. Pas du tout. On va quand même faire réagir notre invité. Le Coran est un livre, est incréé. C'est l'œuvre de Dieu qui comprend toutes les vérités universelles et intemporelles. Sauf que tous les musulmans ne font pas la même interprétation, Emmanuel. Voilà. Il n'est pas appliqué pareil partout. Attendez, Emmanuel, on va redonner la parole, si vous voulez bien, Emmanuel, à Jean Bevalet, pour qu'il nous donne le fin mot de ce débat, puisqu'on est arrivé, on manque de temps. On vous écoute, Jean Bevalet. Oui, alors, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, et ça, il faut aussi le... C'est pour ça qu'on le rappelait. Il faut le rappeler avec force. Ça fait du bien de l'entendre. Le problème de la radicalisation, problème sur lequel j'ai un peu travaillé, c'est-à-dire que c'est un environnement qui va faire que vous allez passer de quelqu'un qu'on va considérer comme entre guillemets normal, j'aime pas beaucoup ce terme, mais c'est simple, pour arriver à en faire quelqu'un de totalement en marge de la société et qui passe à l'acte. Mais il y a toute une procédure, il y a tout un enchaînement. Je veux dire, il y a quelques années, Al-Qaïda avait sorti un document qui expliquait comment d'un individu lambda, on allait pouvoir en faire un terroriste. Et ça passait par une prise de conscience de son état, ça passait aussi par l'aider, ça passait par lui faire comprendre que son environnement, voire sa famille, voire l'État, personne ne faisait rien pour lui. Si vous voulez, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est souvent quand même un travail sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Merci beaucoup, merci. Jean Bevalet, on rappelle que la petite consultation alors. On rappelle que vous êtes consultant en risque sécuritaire. Alors, vous avez répondu que oui à 80%. Hein, vous êtes dans une crainte de la recrudescence des actes terroristes. Vous continuez, s'il vous plaît. N'hésitez pas à voter sur Twitter, évidemment, puis à nous appeler au 0826 300 pour participer au débat. Et puis on reste avec notre auditeur, hein, puisque oui, Emmanuel.